On n'a pas vu nos parents qui prenaient soin d'eux, qui respectaient leurs limites, qui étaient à l'écoute de leurs besoins. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu ça dans mon foyer. Et donc après, la question c'est comment je peux acquérir cette compétence si on me l'a pas modelé? Parce qu'encore une fois, j'arrive pas sur Terre et on me donne un manuel de voilà comment on fait pour être humain. Le manuel, c'est mes parents. Donc s'il n'y avait pas ça dans le manuel, pas étonnant qu'aujourd'hui j'ai du mal à poser mes limites, à respecter mes besoins, à prendre du temps pour moi, et tout ce qui vient avec le package de fondamentalement cet amour de soi. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode de Pas de soucis, je suis ravie de vous retrouver pour un épisode puissant, un épisode sur la honte. J'avais déjà fait un épisode sur la honte, c'est l'épisode 39, si tu veux aller l'écouter. La honte, c'est vraiment un sujet tellement important, un sujet qui est pour moi à la racine de l'anxiété et qui est le coproduit du trauma. Donc, on va parler de la honte. L'épisode 39, il commençait avec la différence entre honte toxique et honte saine. Et cet épisode, il va commencer par ça aussi, parce que c'est vraiment important de différencier. Toutes les émotions, elles ont une fonction. Et dans cet épisode, on va parler bien sûr beaucoup plus de la honte toxique, parce que c'est elle qui est problématique. Mais il nous faut vraiment bien différencier ces deux types de honte, parce que la honte saine, elle est vraiment importante aussi. Je vais vous rapporter beaucoup le travail de John Bradshaw dans cet épisode. John Bradshaw, c'est un psychologue américain qui, dans les années 70, dans les années 80 déjà, faisait beaucoup de conférences sur les systèmes familiaux, sur la honte. Et moi, quand j'ai découvert son travail, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est vraiment... Mais ça fait 50 ans qu'on en parle, en fait. Tout ce que disent aujourd'hui Peter Levine, Gabor Maté, un peu cette seconde génération, John Bradshaw le disait déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi rien n'a bougé? Donc il y avait une part de moi un petit peu frustrée, un petit peu en colère. Et donc je me suis dit que j'allais faire cet épisode pour rapporter le travail de John Bradshaw. Alors, la différence entre honte toxique et honte saine, c'est quoi la différence? On va donner un exemple pour illustrer ici. Prenons l'exemple d'un enfant qui approche sa main du gaz, du feu, et qui pourrait se brûler. La honte saine, ça ressemble à ça. Ça ressemble à « Regarde, c'est le gaz là, regarde ce que tu es en train de faire. Regarde le feu. Est-ce que tu sens que c'est chaud? Recule ta main, tu vas te brûler. » Ça, c'est la honte saine. Ça veut dire qu'il y a de la fermeté et il faut que l'enfant il ait un peu ce sursaut de « recule ta main », c'est important pour comprendre qu'il ne faut pas mettre sa main dans le feu. Mais voilà, la connexion elle est là, il n'y a pas de ridiculisation, d'humiliation, c'est la honte saine. Et la honte toxique, ça ressemblerait plutôt à ça. Mais recule ta main, nom de Dieu, tu vois pas que c'est du feu? C'est pas possible, on n'y arrivera jamais avec toi, on te répète toujours la même chose. Très différent. J'ai même du mal à faire un peu ce ton-là. Mais très différent dans le ton, très différent dans les mots. Dans la deuxième version, il y a de l'humiliation, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais avec toi. Voilà. Il peut y avoir dans la honte toxique de la rage même, de la colère. Il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas d'amour, il y a danger, en fait, dans la honte toxique. La honte toxique, c'est un sujet qui me touche tout particulièrement et je me régule toujours beaucoup avant de faire ces épisodes sur la honte. C'est ce que j'ai vécu avec mon père pendant toute mon enfance, ce scénario numéro 2. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'il y a des parts de moi qui ont absorbé que j'étais nulle, qu'on pouvait rien faire de moi, que j'étais une cause perdue, etc. Tout ce qui vient avec le fait d'absorber que fondamentalement, on est une mauvaise personne. Je vais revenir dessus. Et ça, c'est vraiment la différence entre ce que John Bradshaw appelle la honte comme émotion, qui a une fonction, et la honte internalisée, donc la honte toxique. La honte saine, la honte comme émotion, elle nous donne des limites, elle nous donne des frontières. John Bradshaw nous dit, une personne sans honte saine,
c'est comme un pays sans frontières. Ça va pas. Un enfant, il a besoin de limites, de structures pour se sentir en sécurité. Il y avait un exemple, je sais plus du tout où j'ai lu ou entendu ça, mais c'était aux États-Unis, je crois, une cour de récréation où les parents, très libertaires, ont dit non, il faut ouvrir les murs de la cour de récréation, il faut que les petits puissent être dans la nature, et donc ils ont enlevé les grilles de la cour de récréation, et résultat, tous les enfants jouaient au milieu de la cour, et n'allaient plus du tout, n'occupaient plus du tout l'espace. Pourquoi ? Parce qu'ils se sentaient pas en sécurité, il n'y avait pas de container. Quand on travaille d'ailleurs avec le trauma, une grande partie du travail qu'on fait, c'est de recréer le container, de recréer nos frontières, nos limites, donc on en a vraiment besoin. La onsen, elle nous permet de savoir ce qui est correct, ce qui n'est pas correct, fondamentalement ce qu'on devrait faire ou ce qu'on ne devrait pas faire pour vivre en harmonie avec la tribu. Et du point de vue de l'évolution, on a vraiment besoin de savoir ça, ce qui est correct ou pas correct pour vivre en harmonie avec la tribu, parce que pendant des millénaires, ça a été une question de survie. Donc elle a une fonction, cette onsen. Et c'est vraiment important d'insister là-dessus et de le rappeler avant d'aller dans la honte toxique. La honte toxique, c'est la honte qui n'a pas d'autre fonction que de nous humilier et qui, au fil du temps, a pour conséquence, ce que je disais juste avant, l'adoption de la croyance qu'on est une mauvaise personne, qu'on est défectueux, défectueuse, qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Moi, j'aime bien dire qu'on est une pomme pourrie. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on en arrive là ? Comment un enfant qui arrive sur cette terre, qui est plein de force de vie, de spontanéité, d'innocence, en vient à être une personne ancrée dans la honte. Je vais utiliser cette expression de ancrée dans la honte. En anglais, John Bradshaw, il utilise l'expression shame-based, donc une personne basée sur la honte. En français, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire. Donc je vais dire une personne qui est ancrée dans la honte. Je ne sais pas si tu connais ce poème de Victor Hugo, Lorsque l'enfant paraît. Je vais lire quelques vers parce que pour moi, ça traduit parfaitement cette spontanéité de l'enfant, cette beauté. Et du coup, ça traduit aussi le contraste avec ce qui se passe après quand on commence à être ancré dans la honte adulte. Donc, Lorsque l'enfant paraît de Victor Hugo. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille fait briller tous les yeux. Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se dérident soudain à voir l'enfant paraître, innocent et joyeux. Car vos beaux yeux sont pleins de douceur infinie, car vos petites mains, joyeuses et bénies, n'ont point mal fait encore. Jamais vos jeunes pas n'ont touché notre fange, tête sacrée, enfant aux cheveux blonds, bel ange à l'auréole d'or. Il est si beau l'enfant, avec son doux sourire, sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire, ses pleurs vite apaisés, laissant errer sa vue étonnée et ravie, offrant de toutes parts sa jeune âme à la vie et sa bouche au baiser. Seigneur, préservez-moi, préservez ceux que j'aime, frères, parents, amis, et mes ennemis même, dans le mal triomphant, de jamais voir, Seigneur, l'été sans fleurs vermeilles, la cache sans oiseaux, la ruche sans abeilles, la maison sans enfants. Voilà, je l'ai écourté, il y a d'autres strophes dans ce poème, mais je trouvais que celle-là était particulièrement belle. Quand on est enfant, on arrive sur cette terre, il n'y a pas vraiment de manuel. Qui va nous donner le manuel ? C'est nos parents. Et donc quand on est enfant, on va chercher l'amour littéralement dans les yeux de nos parents. Le regard de nos parents qui se porte sur nous, il nous reflète qui nous sommes, en fait. Et il nous reflète qu'on est aimable, dans le sens de digne d'être aimé. Notre sentiment d'identité, de qui on est fondamentalement, il se construit à partir de ce miroir, à partir de ce regard. Malheureusement, le miroir, il n'est pas toujours exact. Ça peut être un miroir un peu déformant, voire carrément déformant. Parfois, ce qu'on y voit, c'est l'absence, la colère, voire le rejet dans les yeux des parents. Et ici encore, je le répète, pour toutes les personnes qui ont été parents, qui sont parents, qui deviendront parents, cette absence, la dissociation, la colère, la rage même, ça c'est le résultat des propres traumatismes des parents. C'est le résultat de leur honte à eux, de leur honte internalisée qui a été passée de génération en génération dans les systèmes familiaux.
John Bradshaw, il nous dit, je le cite ici, « La honte toxique est multigénérationnelle. Elle se transmet d'une génération à l'autre. Les personnes qui éprouvent de la honte rencontrent d'autres personnes qui éprouvent de la honte et se marient. Comme chaque membre d'un couple porte la honte de son propre système familial, leur mariage sera ancré dans leur noyau de honte. Il en résultera principalement un manque d'intimité. Il est difficile de laisser quelqu'un s'approcher de soi si l'on se sent déficient et imparfait en tant qu'être humain. Les couples fondés sur la honte entretiennent le manque d'intimité par une mauvaise communication, par des disputes circulaires improductives, donc ces disputes qui se répètent et qui mènent à rien, des jeux, la manipulation, la recherche du contrôle, le repli sur soi, le blâme et la confluence. La confluence, c'est l'accord de ne jamais être en désaccord. La confluence crée une pseudo-intimité. Donc ici, en quelques phrases, il nous explique comment cette honte, elle se transmet de génération en génération avec deux personnes qui ont internalisé cette honte toxique, qui vont se rencontrer pour recréer finalement le scénario familial. On sait que inconsciemment, c'est ce qu'on fait, hein. On trouve quelqu'un qui va matcher le scénario qu'on veut reproduire. Et ça se transmet jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne faire le travail en profondeur, travailler sur ses traumatismes et se libérer, et par là, libérer aussi les générations futures. Donc si je reviens maintenant au miroir, à ce regard de nos parents, à l'âge adulte, on se verra comme nos parents ils nous ont vus et comme nos parents ils nous ont regardés. Et si on n'a pas été vus, s'il n'y a pas eu d'intimité émotionnelle, de vraie présence, à l'âge adulte, le contact visuel il peut devenir terrifiant. On va commencer à scruter les visages, à la recherche de micro-gestes, de rejets, de micro-expressions, de micro-tons de la voix, parce qu'on s'attend à ce que les autres nous renvoient la même image. J'ai plein de personnes avec qui j'échange sur les réseaux sociaux, dans mes programmes, qui me disent « Moi, je suis hyper forte à voir les expressions des gens, à capter leurs moindres mouvements, la moindre expression. » Alors ça peut être pratique, mais souvent c'est source d'énormément d'anxiété, et c'est de là que ça vient, de cette honte internalisée, du fait qu'on s'attende à être regardé comme on a toujours été regardé et, in fine, rejeté. Et en même temps, on peut éviter ce regard aimant des autres, parce que souvent il nous fait honte et on n'est pas du tout capable de le recevoir. Et c'est normal, puisqu'au plus profond de nous, on a la croyance qu'on est une pomme pourrie. Qui pourrait aimer une pomme pourrie ? Je peux vous raconter une anecdote personnelle là-dessus. Quand j'étais en formation de breathwork avec Lucille Fauque, Lucille, à la fin de la formation de breathwork, elle nous a proposé une cérémonie du cacao. Et avant de boire le cacao, on devait être une trentaine de femmes là, dans ce cercle. Et elle nous a proposé que tout le cercle regarde chacune des femmes avec tout le regard d'amour possible, pendant 1 ou 2 minutes. Et pouvoir soutenir une trentaine de regards pleins d'amour, pour moi, à ce moment-là, c'était quand il y a 3 ans peut-être, c'était insoutenable. Ça a été les 2 minutes les plus longues de ma vie. J'étais en pleurs, c'était hyper dur. Et pourquoi ? Parce qu'il y a toutes ces parts de moi, à l'intérieur, qui ont absorbé que j'étais nulle, que j'étais défectueuse, que j'étais une pomme pourrie. Donc comment est-ce que je peux soutenir le regard de toutes ces personnes qui m'envoient de l'amour si, moi à l'intérieur, je crois que je suis une pomme pourrie. Il y a une dissonance telle que c'est insupportable. Et le contact visuel, c'est une métaphore, mais c'est aussi au sens littéral un véritable indice pour savoir si on porte de la honte à l'intérieur de nous. Moi, avant de commencer ce travail, je ne pouvais pas regarder quelqu'un dans les yeux. Sans parler de soutenir le regard aimant de 30 personnes, je pouvais même pas regarder quelqu'un dans les yeux. Et parfois, c'est encore difficile. Pendant des années, j'ai pensé que c'était de la timidité. Parce que ma mère est très timide aussi. Mais c'est pas ça. C'était pas ça. Et parfois, c'est encore difficile. Je suis pas libérée de toutes les couches de honte. Il y a plein de parts de moi qui portent de la honte. C'est un long travail. Et avant de commencer ce travail vraiment en profondeur avec la honte, j'avais jamais fait le rapprochement. Mais la vérité, c'est que je ne pouvais pas être vue au sens littéral. C'était insoutenable, j'avais l'impression, quand je regardais quelqu'un dans les yeux, qu'on me transperçait du regard, que la personne, elle voyait mes plus noirs secrets, c'était terrible.
vraiment. Et j'avais jamais porté à la conscience la peur d'être rejetée, de pas être aimée. Tout ça, c'était très enfoui. Vraiment protégé par des parts protectrices qui performaient et qui étaient très performantes dans leur rôle. Toutes ces parts protectrices de moi qui me performaient, qui me poussaient à être la meilleure, qui osaient faire ce que la plupart des gens n'osaient pas faire, ces parts de moi qui prenaient les devants, elles étaient toutes là. Et je les remercie, ces parts de moi, parce qu'elles m'ont permis d'atteindre des sommets à plein d'endroits de ma vie et de vivre de très belles choses. Mais derrière, tout est enraciné dans la honte. Et encore aujourd'hui, c'est pas facile de voir ça. C'est très vulnérable aussi de le dire ici. Mais c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée après tout ce travail. Et je sais que c'est encore du work in progress. Il y a encore une belle marge de progression et de guérison. Quand on parle de honte toxique, un sujet auquel on arrive aussi, c'est les addictions. Ce qui est aussi ancré dans la honte toxique, ce sont toutes les addictions. Ces addictions, c'est l'œuvre d'une autre catégorie de parts protectrices sur lesquelles je reviendrai après. Et on parle ici vraiment de toutes les addictions, aux substances, à la nourriture, à certaines émotions même, comme la rage. On doit éteindre le feu. On doit éteindre cette souffrance de porter toute cette toxicité qu'on a internalisée à l'intérieur de nous. Dans l'addiction, il n'y a que de la honte toxique. Il n'y a pas de honte saine. Or, je l'ai dit, la honte saine, c'est elle qui nous permet de connaître nos limites. Dans l'addiction, il n'y a pas de limite. On ne peut pas arrêter. Sinon, on le ferait. La substance, là où les substances en question, la nourriture, le sexe, tout ce à quoi on peut être addict, c'est pas le problème. Au contraire, ce sont les solutions, en fait, pour éteindre cette souffrance. Le problème, c'est cette honte toxique qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous colle à la peau. Pour expliquer comment est-ce qu'on internalise cette honte toxique, John Bradshaw, il nous parle de 2 stades de développement chez l'enfant. Je ne vais pas aller dans toutes les nuances de stades de développement chez l'enfant, il y en a plein d'autres, mais juste ces 2-là pour expliquer l'internalisation de la honte. Donc le premier stade, c'est l'attachement, la confiance, et le deuxième stade, c'est l'autonomie, l'autonomisation. Donc l'attachement, la confiance, premièrement, l'enfant il développe un sentiment de confiance. Voilà, mes besoins vont être satisfaits, le monde est un bel endroit. Ça, c'est s'il a un attachement sécure. Si c'est pas le cas, l'enfant il développe un attachement qui n'est pas sécure. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de prévisibilité. Premièrement, l'enfant il développe un sentiment de confiance en les autres, en le monde est un bel endroit, mes besoins vont être satisfaits. Ça, s'il y a un attachement sécure. Sur les styles d'attachement, je te renvoie à la série de 3 épisodes, les épisodes 44, 45, 46, que j'ai fait il y a quelques mois. Si c'est pas le cas, s'il n'y a pas cet attachement sécure, l'enfant il va développer un attachement qui n'est pas sécure. Et pourquoi il n'y a pas d'attachement sécure ? Parce qu'il n'y a pas de prévisibilité. L'enfant il se demande, est-ce qu'on va répondre à mes besoins ou pas ? Est-ce que je vais être abandonné ou pas ? Et la honte, elle peut déjà se développer à ce stade. Parce que quand on y pense, on donne du temps à ce que l'on aime. Et si mon parent ne me donne pas de temps, comment je fais pour me sentir aimée ? Alors, oui, il y a un contexte à prendre en compte, comme toujours, le fait qu'on doive retourner travailler, qu'il n'y ait peut-être vraiment pas de sécurité dans le foyer, etc. Mais le petit enfant, lui, le bébé, le petit enfant, il n'a pas de contexte. Pour lui, c'est « tu ne me donnes pas de temps et pas d'attention, tu ne m'aimes pas, je ne suis pas digne d'être aimé ». Le court-circuit, il est très rapide et il est très simple. Et c'est normal que ce soit simple, parce que c'est jeune. Le bébé, le tout petit enfant, il a pas de capacité de raisonnement plus que ça. Il ne peut pas se mettre à la place du parent qui est fatigué, à la place du parent qui ne se sent pas en sécurité dans son foyer, etc. Il y a tout ça, mais pour l'enfant, il n'y a pas tout ça. Et le deuxième stade, deuxièmement, c'est l'autonomie. L'enfant, il apprend à dire non. Or, on l'a vu, quand on est dans une addiction, on ne peut pas dire non. Et John Bradshaw, il nous dit, c'est très dangereux d'être humilié à ce stade de l'autonomie. À ce stade où l'enfant, il teste en permanence. Dans ce processus de séparation, on a besoin que les parents soient là, on a besoin de discipline, on a besoin de honte saine, de connaître nos limites, elle est là, la honte saine. Et en même temps, John Bradshaw nous dit, les enfants doivent avoir le privilège de dire non. Ils ont besoin que leurs limites soient respectées et ils ont besoin d'une structure de base dans laquelle ils peuvent se mouvoir.
Et surtout, l'enfant doit avoir le droit à l'erreur. John Bradshaw le dit très bien, je le cite ici, quand on n'a pas le droit à l'erreur, c'est une vie sans grâce. Et il nous dit aussi, les parents doivent arrêter d'agir de façon éhontée et reconnaître que eux aussi font des erreurs. Mais ça, ils ne peuvent pas le faire s'ils ne sont pas en contact avec leur honte saine. Reconnaître qu'on a fait une erreur, c'est être en contact avec notre honte saine. Reconnaître, c'est pas correct. La honte saine, ça nous permet de reconnaître ce qui est correct et ce qui n'est pas correct. Et si on veut pouvoir reconnaître ses erreurs, il nous faut cette bonne dose finalement de honte saine. Moi, quand je dis ça, je pense à ma grand-mère, par exemple, qui préférerait mourir plutôt que d'admettre qu'elle a fait une erreur. Et elle ne peut pas, en fait, admettre qu'elle a fait une erreur. Parce que si elle fait ça, ce serait reconnaître qu'elle est limitée, qu'elle est humaine. Ce serait être au contact de la honte saine, mais elle a que de la honte toxique en elle. Parce qu'elle a été placée à la campagne après la guerre quand elle était petite, quelque chose qui était très normalisé à l'époque, mais qui certainement a été vécu comme un abandon pour la petite fille de 3 ans qu'elle était. Comment est-ce qu'elle aurait pu le vivre autrement ? Il y a des études d'ailleurs qui ont été faites là-dessus, sur tous ces enfants qui ont été placés après-guerre à la campagne, ou même pendant la guerre. Ils ont fait des études sur les enfants qui étaient restés avec les parents en ville, avec tout ce qu'il y avait, les bombardements, la famille et tout ça, et les enfants qui ont été placés. Et en fait, en termes de traumatisme, de santé mentale, santé physique, le groupe qui s'en sortait le mieux, c'est le groupe qui était resté avec les parents malgré les très mauvaises conditions. Donc cet attachement petit, il n'y a rien de plus important que ça. L'attachement avec les figures parentales. Voilà, et pour revenir à ma grand-mère, si on lui en parle de ça, pour elle, c'est un non-sujet. Il n'y a pas de sujet dans l'enfance. Et ça me fait penser à ce qu'écrit Alice Miller. Alice Miller, elle écrit « Lorsque des personnes émotionnellement abandonnées décrivent leur enfance, c'est toujours sans émotion. Elles racontent leurs premiers souvenirs sans aucune sympathie pour l'enfant qu'elles ont été. Très souvent, elles font preuve de dédain et d'ironie, voire de dérision et de cynisme. En général, il y a une absence totale de compréhension émotionnelle réelle ou d'appréciation sérieuse des vicissitudes de leur propre enfance et aucune conception de leurs véritables besoins, au-delà du besoin d'accomplissement. L'intériorisation du drame originel a été si complète que l'illusion d'une bonne enfance peut être maintenue. » Et ça, c'est tout le contraire de la honte saine. La honte saine, elle dit « Je sais que j'ai besoin d'aide, je sais que je suis limitée, que j'ai des limites, je suis limitée. » Et il y a de l'humilité, justement, dans la honte saine. Le fait d'être humble, l'humilité. C'est une source d'apprentissage, de créativité. C'est admettre que je ne sais pas tout. Parce que si je sais tout, je peux pas apprendre, je peux pas être créatif. J'ai tué ma créativité si je dis que je sais tout. Et by the way, ma grand-mère, c'est quelqu'un qui sait tout. Elle coche vraiment toutes les cases sur celui-là. Comment la honte saine se transforme-t-elle en honte toxique ? C'est générationnel. John Bradshaw nous dit, une fois que vous êtes victime de honte toxique, vous entrez dans le secret. Et c'est comme s'il y avait toujours un chasseur comme ça derrière votre épaule en permanence qui dit « ils vont découvrir que je suis comme ça » ou que je suis pas comme ça, que je suis pas aussi bien qu'ils le pensaient. Et on vit énormément d'anxiété à cause de ça. La honte, elle commence à prendre place quand on te crie dessus, alors que tu avais confiance en la personne, en ton parent. Pour qu'il y ait de la honte, il faut qu'il y ait de la confiance. C'est vrai, je me fiche, plus ou moins, mais je me fiche davantage de ce qu'un étranger me dit, mais je ne me fiche pas de ce qu'une personne proche de moi, qui est chère à mon cœur, me dit. Et pour l'enfant, le raccourci, il est très rapide. Je dois avoir fait quelque chose de mal, je suis mauvais. C'est l'exemple du gaz. Moi, des exemples comme ça, j'en ai des dizaines. Quand je renversais un verre, quand je tombais dans les escaliers, quand quelque chose se passait pas comme prévu. C'était toujours des cris, de la rage, c'était toujours de ma faute. De notre faute, à moi et à ma sœur. Et aujourd'hui, je sais que la rage, pour mon père, c'était la seule façon qu'il avait de sortir de ce rôle de l'homme gentil qu'il avait endossé, de pouvoir dire les choses qui lui convenaient pas,
de pouvoir exprimer quand c'était trop, de pouvoir exprimer toute cette colère accumulée en lui, de s'être marché sur les pieds, de n'avoir pas su dire non à plein d'instances. C'était sa seule manière à lui. Mais la rage, elle est très imprévisible et elle est très abusive pour les enfants. Et quand il y a ça dans la maison, l'enfant il peut rien absorber d'autre que je suis mauvais. Et aussi, si on parle d'amour de soi comme antidote à la honte toxique, on ne peut pas apprendre à quelqu'un à s'aimer si cet amour de soi, on ne le vit pas soi-même. Les parents, ils doivent montrer, ils doivent modeler cet amour de soi. Et pour la plupart d'entre nous, on n'a pas vu ça quand on était enfant. On n'a pas vu nos parents qui prenaient soin d'eux, qui respectaient leurs limites, qui étaient à l'écoute de leurs besoins. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu ça dans mon foyer. Et donc après, la question c'est comment je peux acquérir cette compétence si on me l'a pas modelée? Parce qu'encore une fois, j'arrive pas sur Terre et on me donne un manuel de voilà comment on fait pour être humain. Le manuel, c'est mes parents. Donc s'il n'y avait pas ça dans le manuel, pas étonnant qu'aujourd'hui j'ai du mal à poser mes limites, à respecter mes besoins, à prendre du temps pour moi et tout ce qui vient avec le package de fondamentalement cet amour de soi. Donc si on résume, comment est-ce qu'on devient ancré dans la honte, enraciné dans la honte, shame-based, comme dit en anglais John Bradshaw. Ici, 4 points principaux. Une modélisation basée sur la honte, c'est ce qu'on a vu dans notre foyer. Nos parents portent de la honte, c'est le modèle qu'on a eu. Toute forme d'abandon, ce qu'on aime, c'est ce à quoi on consacre du temps. Toute forme d'abus, physique, émotionnel, verbal. Aujourd'hui, il y a des études qui nous montrent que crier sur les enfants, l'abus verbal, ça laisse autant de séquelles que les abus physiques, par exemple. Et 4e, le perfectionnisme. Le fait de ne pas avoir le droit à l'erreur dans la famille, de toujours marcher sur des œufs, d'être toujours comparé aux frères, aux sœurs, par exemple, ou à peu importe qui. Voilà, quand il n'y a pas le droit à l'erreur, quand il faut être parfait. Et je l'évoquais tout à l'heure, une fois que cette honte toxique elle est à l'intérieur de nous, on doit altérer notre humeur, on doit anesthésier nos émotions parce que c'est juste trop douloureux. Et c'est là où les parts protectrices de nous, elles entrent en jeu. Et je voudrais parler un petit peu de la honte en lien avec les parts de nous. Ces parts de nous, elles disent plus jamais ça. Et elles font tout pour qu'on ne ressente plus jamais cette honte qui est mordante, qui est mortifiante, vraiment. Elles font tout pour nous sauver de ces autres parts de nous aussi, comme la critique intérieure par exemple. Souvent, on n'est pas critiqué ou jugé par les autres, mais bien par des parts de nous. Et c'est là où ça peut être contre-intuitif, mais ces parts de nous, y compris celles qui nous jugent et nous critiquent, elles ont de bonnes intentions pour nous. Le truc, c'est qu'elles ne voient pas comment faire autrement, ces parts de nous. Petits, on était jugés, on était critiqués, donc ces parts, elles perpétuent ça à l'intérieur de nous. Elles reproduisent souvent des stratégies auxquelles elles ont assisté dans le foyer où on a grandi. Il a bien fallu qu'elles prennent l'inspiration quelque part. Et souvent, elles ne voient pas d'autre moyen de nous faire avancer, de nous faire performer, pour que justement personne se rende compte qu'on est une pomme pourrie, que de nous critiquer et de nous juger. Et ces parts protectrices, pour ça, elles vont mettre en place toutes sortes de stratégies. Le perfectionnisme, le travail, l'obsession de l'ordre, de la propreté. Moi, j'avais un vrai truc avec ça, avec la maison. Je supporte pas que quelqu'un entre chez moi si la maison, elle n'est pas rangée et nettoyée. Et je sais que ça vient de la honte, ça. Et c'est un schéma dont j'ai pris conscience et je suis encore en train de le travailler, ça, l'histoire de la maison. Ces parts de nous, elles peuvent nous critiquer, nous blâmer. Une autre stratégie, c'est mépriser les autres pour se sentir un petit peu mieux. C'est la seule façon de pas se sentir tellement défectueux. L'obsession de la performance, vouloir sauver les autres aussi, tout ça, c'est ces parts protectrices de nous qui vont plus utiliser le contrôle. Elles sont plus du côté du contrôle, ces parts de nous. Et puis quand ces parts-là, qu'on appelle les managers, elles n'y arrivent plus, il y a un autre type de part qui prend le relais, c'est nos pompiers, qui eux, utilisent plutôt tout ce qui va nous anesthésier, donc les addictions aux substances, à l'alcool, à la nourriture, au sexe. Et tout ça, ça peut apparaître comme plutôt un relâchement, une faible maîtrise de soi. Ah, cette personne, elle a aucune volonté, elle mange, elle continue de boire, etc. Des personnes qui peuvent paraître aussi plutôt imprévisibles au niveau émotionnel, qui n'ont pas de volonté, qui se relâchent.
Et John Bradshaw, il nous dit, ce qui est à la base de ce cycle contrôle-relâchement, c'est la honte toxique. Et peut-être que tu te reconnais dans ce schéma de soit tout, soit rien. Soit je fume, soit j'arrête complètement. Je peux pas prendre une cigarette de temps en temps, dans une fête, dans un contexte social pour le plaisir. Soit je suis au régime hyper strict, soit je mange n'importe quoi. Et pourquoi on est comme ça dans ce soit tout, soit rien ? Parce qu'en fait, on est ballotté entre nos parts managers et nos parts pompiers, en permanence. Quand les unes n'y arrivent plus, ce sont les autres qui prennent le relais. Waouh ! C'est pas que tu manques de volonté. Parce que tu y arrives en plus sur certaines périodes. À avoir les choses sous contrôle, à bien manger, etc. Mais c'est pas durable parce que c'est épuisant. Ces parts managers de nous, souvent, elles sont épuisées. Et heureusement que ces parts protectrices, les autres, les pompiers, elles sont là pour te faire manger ou pour te faire boire un coup, parce que ton système, il serait complètement submergé sinon, quand les parts managers, elles n'y arrivent plus. J'espère que tu peux voir que ces parts protectrices, elles ont une fonction. Même si, parfois, souvent, elles sont extrêmes. Mais elles ont une fonction, c'est celle de te protéger des parts de toi, des autres parts de toi, qui portent tellement de honte toxique, qu'elles étouffent, elles sont dans une souffrance immense, ces parts. Et tant que ces parts exilées, qui portent toute cette honte, elles ne sont pas guéries, on ne peut pas lâcher prise. On ne peut pas être juste dans l'être. On doit être dans le faire. C'est les parts protectrices de nous qui doivent être au volant. Et c'est ce qu'on essaie de faire en permanence. On essaie de guérir notre honte par le faire, en faisant. Moi, je sais que toutes ces parts de moi, elles ne sont pas encore guéries. Il y en a plein que je suis déjà allée voir. Il y en a d'autres. Et il y a plein de choses que je fais qui sont une tentative de guérir en faisant, par le faire. Et c'est ok, c'est un processus. Nos parts protectrices, elles nous permettent d'accomplir plein de choses. Mais c'est épuisant. Et il arrive un moment sur le chemin de guérison aussi où on veut commencer à faire les choses depuis un autre espace. Et ça, c'est pas facile. J'en parlerai dans un prochain épisode. Moi, il y a plein de choses que je veux plus faire depuis cet espace de protection. Je veux le faire depuis cet espace d'ouverture, d'expansion, du self, de mon vrai moi authentique. L'authenticité, c'est ce à quoi on n'a pas accès, c'est ce qui est effrayant quand on a internalisé toute cette honte toxique. En tout cas, John Bradshaw nous dit on ne peut pas guérir notre honte par le faire, en faisant. Il décrit sa propre expérience en disant « Je n'étais plus un être humain, j'étais un faire humain ». Pour guérir notre honte, on a besoin d'arrêter de se cacher. On a besoin d'aller faire le travail avec ces parts de nous, d'aller à leur rencontre. On a besoin de faire le travail dans le corps, de trouver une communauté où on va pouvoir expérimenter ce que c'est une communauté bienveillante, où on peut expérimenter ce que c'est que de guérir en relation. C'est pour ça que moi, mon programme Arise, il est en groupe. Parce que le groupe, il va nous guérir. Il va nous activer aussi parfois. Et c'est super, ça va nous permettre de voir où est-ce qu'il y a des blessures. Et il va nous permettre de guérir en lien. Dans la connexion dont on a tellement manqué. Et c'est pour ça qu'on est là à faire ce travail. Parce qu'on a manqué de cette connexion. Et plus j'avance sur le chemin, moi, plus je me rends compte de l'importance de la communauté. Et souvent, les personnes qui veulent performer, qui veulent avancer vite, elles veulent travailler qu'avec moi. Je veux travailler en individuel, dans le secret de la relation thérapeutique. Elles veulent faire les choses toutes seules dans leur coin. Non, pour guérir de la honte, il faut sortir du secret. C'est pour ça que les programmes, par exemple, comme les 12 étapes qu'on trouve beaucoup aux États-Unis, ont fait leurs preuves. T'arrives et tu dis « Je m'appelle Camille, je suis addict à la nourriture, à l'alcool, etc. » Peu importe ce que c'est, à telle ou telle substance. Et qu'est-ce qu'on fait ? On te souhaite la bienvenue et on te répond qu'on t'aime. C'est d'une puissance incroyable, ça. Ça suffit pas toujours, parce que moi je crois qu'il faut, à un moment donné, absolument faire le travail dans le corps, intentionnellement, avec notre système nerveux, mais c'est déjà profondément guérisseur. D'être vu, d'être accepté, de s'exposer et qu'en retour, il n'y ait que de l'amour. Dans Arise, c'est ce qui se passe, c'est ce à quoi j'assiste dans les séances de groupe, rien que dans le groupe Facebook aussi, où il y a des partages, c'est hyper puissant de se voir les uns les autres et de se voir en les autres, de se voir en l'autre. Et de voir que l'autre me voit en lui aussi, en elle, en lui. Et puis si on va à la racine
à la racine du mal, je dirais la genèse. Comment est-ce qu'on élève des êtres humains qui sont pas ancrés dans la honte toxique? On crée des familles où le droit à l'erreur existe, où on peut être spontané, où on n'a pas besoin de marcher sur des œufs tout le temps, où nos besoins vont être remplis de manière prévisible, où il y a de l'espace, où la connexion elle est synonyme de co-régulation. Et si on veut créer cette famille, si on veut créer ça pour soi, on doit faire le travail avec notre propre honte toxique. On doit sortir du bois, on doit accepter de se montrer tel qu'on est, arrêter d'être dans l'empathie juste pour cacher notre propre vulnérabilité, accepter d'aller à la rencontre de notre système, de nos parts, de notre système nerveux, avec curiosité, avec intention, avec engagement, et rester engagé, même si ça met des années. Parce que ce travail, il est long. Quand la honte, elle est tellement présente qu'on a le sentiment qu'elle est au cœur de qui on est. C'était le cas pour moi. Et c'est long. Mais il y a plein d'avancées, plein de libération, plein de relâchement sur le chemin. Et c'est un chemin qui est tellement beau, parfois épineux, mais tellement beau et qui vaut 1000 fois la peine. 1000 fois, 10 000 fois. Donc je t'invite là maintenant à prendre le temps dans ton corps, prendre quelques secondes, prendre quelques minutes pour voir comment ça résonne, tout ce que je viens de partager sur la honte toxique. Et toi aussi, de te mettre en chemin. Et je te retrouve très vite pour un autre épisode de Pas de soucis.